le côté manuscrit. Et puis, on s'est amusé aussi. Il l'avait présenté comme un vaisseau, comme un paquebot, c'est-à-dire ce qui a été fait. Finalement, on y est. Et je me souviens quand je présentais il craignait qu'en ouvrant les portes... Moi, j'en garde des bons souvenirs. On s'était fait des connexions. L'essentiel, c'était les petits conseils. Les petits conseils réunissaient... Les thématiciens, c'est leur métier de sortir des idées nouvelles. Par exemple, la Vetus latina di reste del Alta. Qu'est-ce que tu fais là, petit mangeant? Et le tire de là. Grand lien avec la recherche et avec les chercheurs notamment. On a essayé de replacer les livres à l'intérieur, puisque l'inventaire a dit précisément. Monsieur François Houpgard, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes entré à l'école normale en 1979. Est-ce que vous pourriez nous donner des informations sur ce choix d'entrer à l'école normale, sur le concours lui-même que vous avez passé, et puis ensuite, si vous pouvez nous parler un peu de votre scolarité, l'atmosphère, les enseignants, et nous décrire ce que c'était que la vie du conscrit. Alors, le choix de l'école normale, c'est pas vraiment un choix. C'est-à-dire que quand on est bon élève en terminale, on va en prépa. Pour moi, c'était une prépa littéraire. Et puis, donc, on suit le chemin de la prépa jusqu'à ce qu'on finisse par rentrer. Donc, dans mon cas, ça n'a pas été la première fois. Ça a été la deuxième. À un certain moment, j'ai hésité en me disant que si on ne voulait pas de moi, peut-être que j'irais tenter l'école des Chartes. Et puis, finalement, je suis rentré, avant-dernier, je crois, mais rentré quand même. Pour ce qui est de l'accueil, je me souviens très bien des premiers moments. Il y avait la liste des heureux élus qui était affichée à peu près là où on dépose le courrier actuellement. Et donc il y avait cette liste, et il y avait dans mon souvenir, sauf si j'enjolive le passé, un nom inscrit en trop. Je faisais partie de la queue de liste, et je crois que s'il n'y avait pas eu ce nom inscrit en trop, je ne serais pas rentré. Mais le nom était inscrit, et donc il a fallu que l'école s'adapte. Et voilà. Et puis, il y a eu une réunion de rentrée organisée par le directeur d'alors, Bousquet, qui nous a expliqué que, selon lui, ceux qui étaient entrés avec l'option lettres classiques, pour la plupart, n'avaient pas d'avenir parce que la carrière était bouchée, et donc conseille éventuellement de faire de l'histoire ou autre matière. Donc je me dis, bon, si c'est bouché, je vais donc faire de l'histoire. En bon petit soldat. Et puis Bousquet continue en disant, bon, de toute manière, dans l'existence, en tout cas, la teneur du propos était celle-là, vous pouvez, si vous voulez réussir, aller à l'école d'Athènes. Et puis, laisse-t-il sous-entendre, pour les esprits un peu plus faibles, il y a l'école de Rome. Donc moi j'arrivais de ma province, je découvre cela. À la fin de la réunion, je vais trouver Bousquet en lui disant « Monsieur, moi j'aimerais bien aller à Athènes ». Donc là, Bousquet me prend sous le bras, m'emmène dans la cour aux Ernestes et m'explique ce qu'il faut faire pour aller à Athènes. J'entends parler d'épigraphie grecque, de statuaire et autres matières qui étaient pour moi totalement inconnues. Et je me dis, je vais plutôt aller à Rome. Donc me voici fixé dans l'idée d'aller à Rome. Pour cela, il fallait d'abord devenir historien. Donc j'ai refait une année de licence d'histoire, puisque j'étais entré en lettres classiques. Ensuite, maîtrise d'histoire. Et puis après, ça s'est déroulé. Agrégation obtenue après quelques tentatives. Puis Rome. Et voilà. Après donc... maître de conférence à Nanterre, puis retour à Rome de 1997 à 2004 comme directeur des études médiévales, retour à Nanterre comme professeur, et 10 ans plus tard,
arrivé à l'Institut de recherche et d'histoire des textes. Il y avait donc une carrière possible. Il y avait apparemment une carrière possible, oui, tout à fait. Pouvez-vous nous donner quelques informations sur l'atmosphère que vous avez trouvée à l'école lorsque vous avez intégré? Alors, l'atmosphère, bon, c'est toujours difficile de se remémorer ce genre de choses longtemps après, mais ce que j'ai trouvé de plus marquant, qui correspond tout à fait à une image d'Épinal d'ailleurs de l'école, c'est le fait qu'on vous faisait sentir d'entrée de jeu que vous faisiez partie désormais des normaliens, et puis c'est tout. Que vous soyez premier ou dernier, ça n'avait aucune importance, et donc ça arrangeait mes affaires. Le tutoiement était facile, et les professeurs, les aînés, s'ingéniaient par tous les moyens à faire en sorte que les barrières n'existent pas. Et vous considérez d'entrée de jeu comme leur égal, en quelque sorte, ce qui était à la fois très rassurant, très effrayant d'un certain côté, mais en tout cas qui vous plongeait dans une atmosphère très particulière qui, j'imagine, est propre à l'école. C'est ce qu'on appellerait l'esprit normalien. C'est ce qu'on appellerait l'esprit normalien. Je ne sais pas s'il existe encore de cette manière-là, mais en tout cas, moi, c'est comme cela que je l'ai vécu, et c'est comme cela qu'on le lit dans les livres de témoignages sur l'école. Quels sont les enseignants qui vous ont marqué? Alors, les enseignants qui m'ont marqué, je dirais qu'il n'y en a pas beaucoup parce que je n'ai pas fréquenté beaucoup d'enseignants. D'abord parce qu'il n'y avait pas énormément de cours, on n'était pas tenu à grand-chose, donc la liberté aidant et la flemmardise avec, on n'allait pas non plus courir toutes les conférences possibles. Donc il y avait les Caïmans, en l'espèce Jacques Verger pour le Moyen-Âge. Il y avait aussi pour le Moyen-Âge Robert Delors qui venait faire quelques conférences pour les débutants au Moyen-Âge comme moi. Je me souviens aussi de cours très abscons, mais en même temps très rigolos, de Janin en histoire moderne. Après Verger, il y a eu Menand qui est arrivé comme caïman très jeune donc dans la fonction. Et puis je dois dire que c'est à peu près tout ce dont je me souviens. Et les cours de Jacques Verger ont été importants dans votre parcours? Alors les cours de Jacques Verger ont été, oui, importants, mais pas non plus au point d'en faire une pierre miliaire. C'est-à-dire que c'était des cours excellents, mais que tous nous trouvions profondément ennuyeux, comme tous les cours qu'on pouvait nous impartir. Mais donc on prenait tout un tas de notes et on apprenait beaucoup. Et voilà, c'était très efficace, mais il n'y avait pas de maître à penser, si vous voulez. Est-ce que dans ces conditions, vous vous rabattiez sur des cours qui vous plaisaient peut-être plus à l'université ou à l'EPHE? Alors, il y avait une sorte d'obligation tacite d'aller suivre les cours à l'université, puisque la formation, en réalité, est double. Celle que peut donner l'école n'a jamais eu prétention à être exhaustive, et donc on prenait à l'école ce qu'on voulait et on complétait à l'université, ne serait-ce que pour avoir les diplômes universitaires qu'il convenait d'avoir. Et donc à l'université, il y a des médiévistes qui vous ont plus marqué ou pas du tout? Quel est ce choix de l'histoire médiévale en fait? Eh bien, j'avoue que je ne sais pas trop. Probablement un atavisme familial, on va dire, puisque mes deux parents sont chartistes et que l'école des Chartes est plutôt spécialisée dans le Moyen-Âge. Donc pour moi, c'était relativement familier et naturel, même si j'étais extrêmement attiré par l'histoire antique. Mais il se trouve que, toujours avec ma petite idée très naïve d'aller à Rome, quand j'ai dit « mais alors comment est-ce qu'on fait pour aller à Rome ?» On m'a dit « il faut trouver le directeur qui va vous faire aller à Rome. » Et donc on m'a dit « ben voilà, vous allez aller voir Toubert. »
Donc je suis allé voir Toubert qui m'a donné une maîtrise sur l'Italie et en avant, c'est comme ça que ça s'est fait. Et pourquoi ce rêve de Rome? Eh bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le hasard de cette première réunion qui m'a fixé dans l'idée. Voilà. Mais je ne connaissais absolument rien de Rome, un peu d'Italie, mais rien de Rome en particulier. Quelle est votre géographie personnelle à l'ENS? Quels étaient les endroits qui vous ont été plus facilement familiers pendant votre scolarité et du coup qui ont créé des ancrages? Alors très vite, ça a été la bibliothèque, parce que je n'avais pas vraiment d'autres ancrages particuliers à l'école normale. Arrivant de ma province, j'aurais pu loger dans ces murs, mais comme je voulais mon indépendance, la première année en tout cas, j'ai pris un logement ailleurs. Et donc, voilà, je n'avais pas à m'attarder plus qu'il ne fallait. Donc, en gros, entre la cour aux Ernest et la bibliothèque, j'étais satisfait de mon sort, sans aller chercher plus loin et sans rechercher des lieux de sociabilité particuliers. Pas de groupe sportif, pas de groupe politique? Pas de groupe sportif, ni religieux, ni politique. Le sport, je le faisais en dehors. Voilà. Le pot peut-être comme lieu de sociabilité? Alors, le pot comme lieu de sociabilité, mais assez peu finalement. Disons que je n'ai pas de... Ici, je l'ai probablement fréquenté relativement souvent, mais je n'en ai pas un souvenir comme lieu de sociabilité particulier. Vous n'avez par exemple pas profité de ce lieu pour entrer en contact avec des étudiants ou des élèves de l'école scientifique? Non. Les liens que vous avez noués étaient parmi vos C'était des camarades. liens, oui, noués avec les historiens, les latinistes, etc. Donc ça ne sortait guère du petit cercle, il faut bien l'avouer. Quelles sont vos premières impressions sur cette bibliothèque alors, la fameuse première visite? Alors, la première impression, donc c'est un souvenir relativement net, c'est donc l'entrée dans la salle dite historique. Et là, donc, le groupe des conscrits était attendu par Petit Mangin. Et la visite ne consistait pas vraiment en une visite, mais en un parcours du combattant, puisque nous étaient distribuées des feuilles avec un questionnaire, et sur la base de ce questionnaire, il fallait nous promener dans la bibliothèque et trouver ce qu'il fallait trouver, en se dépatouillant avec les fichiers manuels et donc les ouvrages en question. Ce qui nous permettait de découvrir en 1 heure de temps l'emplacement de la patrologie, de la Paoli-Visova et quelques autres grands titres de ce genre qui, pour les conscrits que nous étions, étaient totalement chinois, il faut bien l'avouer. Donc c'était un moment assez rude quand même, parce qu'on voyait qu'on était plongé dans des choses sérieuses et que tout ce qu'on avait fait jusque-là, finalement, n'avait pas grand rapport avec cela. Mais est-ce que ça a éveillé un appétit ou est-ce que vous avez juste été un peu effrayé? Ça a éveillé un appétit. Effrayé, non, puisque, comme je vous ai dit, étant fils de chartiste, j'avais un père qui était à la tête d'un dépôt d'archives, une mère qui était à la tête d'une bibliothèque, donc c'est une ambiance qui pour moi était familière. Mais s'emparer de cette bibliothèque-là, de cette façon-là, j'ai trouvé ça très bien. Voilà. Même si sur le moment, je ne suis pas sûr d'avoir compris grand-chose à ce qui se passait. Mais le simple repérage visuel des grandes collections était très probablement une excellente chose qui après restait dans la mémoire. Vous étiez combien par session de jeu de piste, comme ça à peu près? Une dizaine, une quinzaine? Je pense 10, 15, oui.
Et vous avez trouvé les titres qu'on vous avait demandé de trouver? Dans mon souvenir, au moins une partie. Je n'ai pas gardé le questionnaire, mais je suis sûr que Petit Mangin doit l'avoir quelque part. Et le système de cotation ne vous a pas paru trop compliqué? Non. Non, les premiers jours, les premières heures, oui, on est complètement perdu. Puis au bout de quelques heures, on s'y fait très vite. D'ailleurs parce que le système de cote est relativement transparent, une fois qu'on a compris le système général. Donc non, c'est pas très difficile. Pensez-vous que le jeu de piste était adapté en fonction des disciplines des conscrits, ou est-ce que c'était le même pour tout le monde? C'est-à-dire, pour ceux qui faisaient de la littérature, est-ce que M. Petit-Mangin, dans son jeu, essayait plutôt de leur faire découvrir les cotes qui étaient les plus importantes pour eux, ou est-ce que vous pensez que c'était un seul formulaire, le même pour tout le monde? J'ai un peu dans l'idée qu'il s'agissait du même formulaire pour tout le monde. Un formulaire plutôt orienté antiquité. Bizarrement. Bizarrement. Vous avez également suivi le séminaire de paléographie? J'ai suivi le séminaire de paléographie, je ne sais plus très bien à partir de quand. C'est-à-dire si j'ai suivi dès l'entrée ou un an plus tard. Donc, ce séminaire se tenait au bout de l'actuelle, après l'actuelle salle 5, dans le bureau ou une des nombreuses annexes du bureau de Petit Mangin. On était une demi-douzaine, dans mon souvenir, dans cette salle envahie de piles de papiers divers, de photocopies, etc. D'ailleurs, les papiers débordaient largement de la salle en question, puisque le mur mitoyen de la salle 5 avait aussi ses propres empilements. Et donc là, on voyait des reproductions de manuscrits, de types d'écriture. On apprenait à déchiffrer, tant bien que mal. Et puis, en dehors, je dirais, de ces choses basiques, très vite, Petit Mangin nous mettait au travail, ce qui était la meilleure façon d'apprendre. Et donc, il nous mettait sur l'un de ces chantiers du moment, et chacun de nous contribuait, ou en tout cas avait l'impression de contribuer aux grandes œuvres. Donc, quand je suis arrivé, moi, c'était la fin de l'aventure de Pélagie. Et donc, un de mes premiers exercices a été de collationner l'une des versions latines de la vie de Pélagie. Pour les néophytes, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que veut dire collationner une vie de Pélagie? Alors, collationner une vie de Pélagie, comme le n'importe quel saint ou n'importe quel texte d'ailleurs, ça veut dire avoir, par exemple, deux versions manuscrites sous la main et noter les variantes entre l'une et l'autre selon un système d'apparat critique dans les notes de bas de page. C'est très simple quand on n'a que deux versions. Quand on a 100 manuscrits, c'est déjà plus compliqué. Et ça vous a plu comme exercice? Ça m'a amusé, oui. Oui, ça m'a plu, oui. Mais pour moi, c'était du divertissement, puisque j'étais entré comme lettre classique, ensuite j'avais bifurqué vers l'histoire, et donc je faisais des études d'histoire. Donc cet apprentissage, je dirais, philologique, voilà, je le prenais comme cela, et je n'entendais pas en faire plus que cela. C'était un à côté par rapport à votre centre d'intérêt principal. Voilà, c'était un à côté qui aurait pu devenir un centre d'intérêt principal, mais qui ne l'est pas devenu parce qu'après, il y avait les étapes universitaires à franchir les unes après les autres. Et parce que vous aviez votre programme pour aller à Rome. Vous aviez déjà... Oui, mais l'un n'aurait peut-être pas empêché l'autre, mais c'est vrai que j'étais lancé dans une maîtrise, puis après, de toute manière, il y avait les années d'agrégation, il y avait le service militaire entre les deux, tout cela m'a pris 3 ans en tout. Voilà, pendant ces années-là, on fait
pas vraiment grand-chose. Donc si on trouve le moyen de s'amuser un petit peu à côté, c'est bien, mais c'est tout. Et après l'agrégation, donc il y avait le DEA, puis la thèse, etc. Et donc c'est dans ce séminaire que, juste après Pélagie, a commencé l'aventure Vauluisant, puisque, donc là on devait être 4 ou 5, Petit Mangin a sorti un inventaire du XVIe siècle qu'il avait découvert à l'ABN et nous a expliqué que cet inventaire donc était inédit, pas complètement inédit parce qu'une partie avait été publiée au XVIIIe siècle, mais ce qui manquait était suffisamment important pour que ça mérite une étude. Et donc, il s'agissait de l'inventaire d'une bibliothèque cistercienne, rédigée au début du XVIe siècle, et le jeu consistait d'une part à en faire l'édition, là aussi avec collation, parce qu'il y avait deux ou trois copies différentes. Ensuite, repérer les manuscrits subsistants pour autant qu'il y en eût, et puis éventuellement éditer l'affaire, et voilà. Et donc ce travail collectif, chacun avait son rôle, qui se chargeait de l'édition du texte, c'est un texte relativement court, qui se chargeait de faire l'indexation des auteurs et des œuvres, etc. etc. Puis, les participants à ce séminaire se sont égayés dans la nature, à mesure que les gens partaient faire carrière ici ou là. Et je ne sais pas très bien comment, mais je suis resté, moi, accroché à l'affaire. J'avais, comme contribution, fourni une petite étude sur l'abbaye en question, qui m'avait demandé beaucoup de travail, mais qui m'avait aussi beaucoup amusé. Et puis voilà, ce texte était resté là. Et puis les années ont passé, les années d'agrégation, suivies des années romaines, etc. Et chacun a suivi son chemin. Sauf que, régulièrement, je remettais le nez dans cette affaire et de temps en temps, je dirais 2 semaines par an, j'essayais de chasser le manuscrit en regardant la tradition, la transmission des œuvres. Et de temps en temps, j'en trouvais 1, voire 2. Donc le tout a fini par faire boule de neige. Ce qui devait être à l'origine un articulé a grossi. Et au bout de plusieurs décennies, il faut bien le dire, nous avons pris le mordant, Petit Mangin et moi, et nous avons décidé qu'il était temps d'en finir, et donc qu'il fallait faire de ce livre un vrai livre, ce qui est advenu, donc avec la publication en 2012. Quel a été le lien que vous avez entretenu avec Petit Mangin sur tout ce temps de recherche? Vous cherchiez un manuscrit, un deuxième manuscrit. Comment avez-vous entretenu cette flamme commune? Alors, c'est un lien qui était assez, non pas distant, mais très épisodique. Disons qu'on était en contact 1 ou 2 fois par an, pas davantage. Soit en nous voyant, soit par correspondance. C'est tout. Vous vous teniez au courant de l'avancée du travail. Voilà, on se tenait au courant. Donc lui savait que je continuais à m'y intéresser. Et quand je donnais un petit coup de collier, voilà, je le prévenais, etc. Il se trouve que les recherches sur les bibliothèques anciennes peuvent se faire d'un peu partout, parce que quand il s'agit de bibliothèques dispersées, comme la plupart des bibliothèques monastiques françaises, on est à peu près sûr de trouver du matériau un peu partout. Donc étant à Rome, j'avais forcément du matériau à la Bibliothèque Vaticane, et donc je ne manquais pas de choses pour continuer dans ce divertissement.
Mais est-ce que Petit-Mangin était lui-même un chasseur de manuscrits de son côté? Alors, il était aussi chasseur de manuscrits, oui, oui. Mais, comme je pense qu'il avait énormément d'autres choses sur le feu, il me laissait largement faire les choses. Donc, j'ai probablement retrouvé, parmi les manuscrits qui étaient inconnus, la plupart de ceux qui figurent dans l'ouvrage. Mais bon, je dirais, peu importe. Après, lui en a assuré la description pour la plupart. D'autres ont été trouvés par d'autres que nous. Et puis, voilà, l'affaire a avancé son chemin. De temps en temps, il fallait aussi justifier avec de bons arguments l'appartenance supposée à l'abbaye, parce que ce n'est pas toujours facile s'il n'y a pas une marque de possession évidente, etc., etc. Et puis, vers la fin, évidemment, la collaboration est devenue plus étroite, bien sûr. Quelles ont été vos relations de travail? Ça s'organisait comment, en fait? Alors, les relations de travail consistaient dans le fait que, d'une part, je lui envoyais de temps en temps un texte qui grossissait petit à petit, des identifications qui valaient ce qu'elles valaient, et puis il y avait quand même des réunions de travail à intervalles réguliers. Quand je dis régulier, ça pouvait être une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans. Ces réunions de travail avaient ceci de très satisfaisant, qu'on faisait l'état des lieux, qu'on faisait surtout l'état de ce qui restait à faire, qu'ensuite on allait déjeuner et que la chose en restait là. Et donc le temps passait, et puis chacun vaquait à ses propres occupations jusqu'à ce que l'un se souvienne de l'autre et qu'on se remette à travailler. Donc vous voyez, c'est un travail qui a duré plus de 30 ans, mais avec le temps qui y a été passé est finalement minime dans cette trentaine d'années. Même si le livre peut être considéré comme soigneusement mûri au bout du compte. Bien sûr. Vous avez, j'imagine, effectivement eu à constituer tout un corpus sur des reconstitutions de même type, en fait, j'imagine, sur des bibliothèques monastiques. Alors, il faut savoir qu'en France, l'histoire et la reconstitution des bibliothèques anciennes, c'est un peu un sport national, parce qu'on a eu la chance d'avoir la Révolution. Avant la Révolution, il y avait eu la guerre de religion, et donc tout cela a largement contribué à disperser les manuscrits. C'est ce qui nous permet de jouer à l'heure actuelle. Donc c'est un plaisir que nous avons et que n'ont pas d'autres pays qui, privés de révolution, ont gardé les livres dans leur bibliothèque d'origine, ce qui est très triste au bout du compte, pour qui veut s'amuser. Et donc, ce sport étant un sport national, lancé en particulier en France par André Vernet à propos de l'abbaye de Clairvaux, il y a eu toute une série de monographies publiées pour la plupart par l'Institut de recherche et d'histoire des textes, qui ont fixé un peu un genre, si vous voulez. Un genre qui consiste à éditer les inventaires anciens, à repérer les manuscrits, à en fournir la description, à composer un index suffisamment bien fait pour que les lecteurs s'y retrouvent, et à introduire tout cela avec une partie historique. Donc nous nous sommes conformés à quelque chose de très, je dirais, convenu. Sauf que, comme on avait eu le temps de mûrir la partie introductive, la dimension historique et la dimension d'étude du fond, formation du fond, dispersion du fond, est peut-être plus poussée que dans d'autres ouvrages. Donc il y a une introduction
historique qui fait environ 80 pages, l'édition des inventaires, ensuite la description des manuscrits, des pièces annexes, et puis à la fin quelques planches en couleur, des spécimens d'écriture, un joli abécédaire, voilà, des choses de ce genre. Dans l'introduction historique, on trouve aussi un schéma de la dispersion depuis le XVIe siècle. On trouve aussi une tentative de reconstitution du plan général du bâtiment de la bibliothèque, qui est aujourd'hui détruit. Et puis, on s'est amusé aussi à... alors que je retrouve... Voilà, on s'est amusé aussi à essayer de replacer les livres à l'intérieur de la bibliothèque, puisque l'inventaire nous indique précisément où ils sont, en les positionnant sur un pupitre. Il y avait 26 pupitres, je crois, et sur chaque pupitre, donc chaque livre avait une lettre, ce qui fait que sur les manuscrits eux-mêmes, vous retrouvez à la fois le numéro du pupitre et la lettre correspondant à son emplacement. Donc, fort de ces indications, eh bien, il est très facile façon de parler, de faire le schéma de la bibliothèque et de replacer les titres dans les carrés correspondant aux ouvrages. Et ce qui est en grisé correspond aux livres, aux manuscrits qui ont été retrouvés. Où on voit que, au total, assez peu de manuscrits ont été retrouvés, mais la proportion n'est pas indigne par rapport à celle qu'on peut observer dans d'autres recherches similaires. La chose amusante, c'est que quand l'ouvrage est venu devant le comité éditorial de la collection, donc à l'Institut de recherche et d'histoire des textes, il a été donc évalué, et la réaction des experts a été de dire très bien, publions, mais de dire aussi que c'était un ouvrage qui n'avait rien à voir avec ceux qui étaient faits ordinairement. Et je me souviens de la réaction de Monique Pérafort en particulier, qui était de dire « mais un chartiste n'aurait jamais fait ça ». Ce qui n'était pas forcément un compliment dans sa bouche, mais enfin, le fait est là. Pourquoi ? Je pense que c'était une différence d'approche mentale, probablement, ou peut-être un manque de précision dans ce que nous avons écrit. J'en sais trop rien, à vrai dire. Voilà. Mais enfin, visiblement, la manière de faire n'était pas ressentie comme identique d'un côté et de l'autre. Alors aujourd'hui, ce genre de choses ne se fait plus. C'est-à-dire que ça a été publié en 2012, fin 2012, et depuis, tout désormais passe par l'édition électronique. Ce qui est beaucoup mieux, même si ça nous prive de jolis ouvrages, parce que le fait d'avoir l'édition électronique nous permet d'avoir des inventaires qu'on peut croiser entre eux très vite, et donc de constituer petit à petit une sorte de bibliothèque des bibliothèques en ligne. Sur des projets d'humanité numérique avec des plateformes collaboratives pour les chercheurs, pour que le groupe travaille directement sur la plateforme. C'est le grand apport du numérique. Voilà, c'est le grand apport du numérique. Et puis, comme je vous disais, c'est les éditions d'inventaire. Là, on est en train de mettre sur pied avec les presses universitaires de Caen et l'équipement d'excellence Biblissima une nouvelle collection qui s'appellera TCAE, Thesaurus Catalogorum Electronicus, qui est destinée à recueillir justement les éditions d'inventaires anciens. Éditions qui seront toutes interopérables entre elles, ce qui permet, comme je vous le disais, de constituer par boule de neige un index cumulatif très rapidement.
Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, nous définir en quelques mots la méthode pédagogique de Pierre Petit-Mangin lorsqu'il lançait ce genre d'entreprise éditoriale? Alors, méthode pédagogique, mais je serais bien en peine de la décrire. Je ne pense pas qu'il y ait de méthode particulière, sinon de lancer les gens immédiatement dans le grand bain et puis d'attendre ce qu'il en vient. C'est la même méthode que pour la visite de la bibliothèque, c'est-à-dire il y a un travail à faire. Si ça vous amuse, eh bien faites-le, éventuellement faites-le avec moi ou avec moi comme accompagnateur. Et en avant, je crois que c'est, si on peut parler de méthode, oui, c'est la meilleure méthode qui soit, parce qu'on n'avait pas du tout l'impression de recevoir un enseignement, mais de participer à la construction de quelque chose. Il était là comme support pour les sources, comme accompagnateur sur des points techniques sur lesquels il pouvait vous aider. Quel était son type d'intervention lors de vos réunions, pour les états des lieux, etc. Il lançait surtout sur des pistes bibliographiques et éventuellement sur des gisements de sources ou de manuscrits que nous ne connaissions pas. Donc là, c'est sa profonde connaissance de ces choses qui aidait. Ou alors il nous disait tiens, consultez un tel, etc. C'était plus une sorte de, comment dire, d'orienteur, de carrefour. C'était à la fois un éveilleur d'intérêt. Voilà, éveilleur d'intérêt, je crois que c'est le bon. Et quelqu'un qui vous orientait, et il s'appuyait sur à la fois son réseau professionnel et scientifique, et à la fois sur ses connaissances des bibliothèques étrangères. Voilà, bibliothèque étrangère et bibliothèque française aussi. Donc, quand il s'agissait de chercher les manuscrits, il écrivait les lettres qu'il fallait écrire, etc. Est-ce que vous pourriez nous dire davantage sur vos relations avec Pierre Petit-Mangin? De quel type étaient-elles? De l'ordre de la camaraderie ENS? Alors, c'est pas vraiment la camaraderie ENS. Des relations, comme avec tout le monde d'ailleurs, d'une extrême courtoisie, toujours pétrie d'humour de sa part. Et je crois qu'une de ses grandes qualités est de très vite considérer celui qu'il a en face de lui, celui ou celle, comme quelqu'un de savant, entre guillemets. Et donc, je dirais de le traiter un peu d'égal à égal. C'est un peu là-dessus. Pour le reste, je ne lui ai jamais tapé sur la bedaine, et vice-versa. Et disons que cette relation, si vous voulez, de savant, de maître, de professeur, de directeur de la bibliothèque, très vite s'est muée en une relation d'amitié. Et il est facile de travailler avec Pierre Petit-Mangin? Oui, très facile, si on est patient. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir l'idée qu'on commence un travail qui va être achevé dans 6 mois et publié l'année d'après. Donc, il faut prendre son temps, parce que lui-même a des tas de choses à faire. C'est quelqu'un qui a toujours adoré ouvrir les cartons de dossiers, etc., les ranger, les re-ranger, faire des plans sur la comète, et puis après refermer le carton et y repenser 6 mois plus tard. Ce qui est d'un très grand confort pour celui qui travaille avec lui, puisqu'il n'y a pas vraiment de pression. Sinon, celle qu'on veut bien se mettre l'un et l'autre, et qu'après chacun me respecte vraiment, jusqu'à ce qu'on soit vraiment d'accord sur le fait qu'à un certain moment, il faut travailler.
Est-ce que vous pensez que dans vos relations, le fait que vous soyez allés tous les deux à Rome vous a apporté une communauté de plus par rapport à la communauté normalienne? Sûrement, sûrement, parce que Petit Mangin est resté très attaché à Rome. J'ai eu la chance de pouvoir le faire venir pour je ne sais quelle rencontre quand j'étais directeur des études médiévales, et il en était très content. Et oui, il a gardé une relation très forte avec Rome, avec la Bibliothèque Vaticane, et donc ça crée des points communs qui ne sont pas négligeables, effectivement. Et pensez-vous qu'il est possible de faire un parallèle entre la bibliothèque de l'École française de Rome et celle de l'ENS? Alors on peut, dans la mesure où ce sont deux bibliothèques en accès libre, et je pense que le classement de l'une a influé sur le classement de l'autre. Donc oui, il y a une affinité très grande, c'est certain. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, il n'y a plus de salle où on peut consulter les revues nouvellement arrivées à l'ENS, alors qu'on peut toujours le faire à l'École française. Enfin oui, ce sont deux bibliothèques, on va dire, très voisines dans leur conception. Alors qu'effectivement, la bibliothèque de l'ENS n'est pas vraiment, totalement comparable avec une bibliothèque universitaire en revanche. La bibliothèque de l'ENS n'est pas, à mon sens, une bibliothèque universitaire. C'est-à-dire que c'est une bibliothèque généraliste, certes, mais pas dans une infinité de domaines. Le nombre de manuels basiques qu'on peut y trouver est tout de même relativement limité. Ils ne sont pas achetés en une dizaine d'exemplaires. Et il y a quand même dans cette bibliothèque généraliste des îlots de spécialités très pointus, avec des choses qu'on ne trouve pas ailleurs sur la place de Paris, ou en tout cas dans très peu de bibliothèques. Donc c'est cette espèce de mélange des genres qui fait que un esprit un peu ouvert peut ou pouvait y trouver à peu près toutes les choses importantes, et puis aussi fouiller très vite dans un domaine de spécialité propre et aller très loin dans la spécialité avant de devoir aller ailleurs dans une autre bibliothèque. Quelles seraient les disciplines fortes pour vous? Alors de la bibliothèque, bien l'Antiquité évidemment, la théologie, l'histoire en particulier médiévale et en particulier italienne. Ce sont les trois grands champs que je vois. Est-ce que l'équipe de la bibliothèque a joué un rôle pendant vos années de lecteur dans cette bibliothèque, en dehors de Pierre Petit-Mangin? L'équipe de la bibliothèque, oui, était très importante, parce que c'était des personnages mythiques, en quelque sorte. Quand on entrait donc, dans la salle historique, il y avait en face de vous Francine Crétzoy. Donc là, il fallait filer doux, même si j'étais la meilleure personne du monde par ailleurs. Il y avait Madame Boulez, qui circulait aussi, très aimable, très gentille, mais qui savait exactement faire filer son monde, etc., etc. Donc oui, c'était des personnages très présents dans la bibliothèque. Oui. Avez-vous été en relation avec M. Boulez aussi? Très peu, très peu. Et en tant que lecteur, vous étiez en contact facile avec M. Petit-Mangin, il circulait beaucoup dans la bibliothèque? Dans mon souvenir, oui, il circulait plutôt beaucoup dans la bibliothèque. Oui, oui. Et saluant toujours les uns et les autres, mais en même temps toujours très pressé, courant à droite à gauche. Mais oui, c'était quelqu'un qu'on voyait souvent. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de l'évolution de la bibliothèque? Alors, la bibliothèque, il se trouve que j'ai quitté Paris
quand même un nombre important d'années, au moment où Petit-Mangin quittait la bibliothèque, où quelqu'un d'autre prenait sa succession, et ma fréquentation de la bibliothèque a beaucoup baissé par rapport à ce qu'elle était, et elle a en particulier baissé ces dernières années, depuis que je suis à l'Institut de recherche et d'histoire des textes. Non pas que je trouve mon bonheur à l'Institut de recherche et d'histoire des textes, mais que je n'ai pas le temps, tout simplement. Alors l'évolution, je la verrai, comment dire, c'est toujours difficile de se référer à un passé un peu lointain et forcément idéalisé. Mais le compliment principal que j'ai entendu à propos de la bibliothèque de l'ENS sous Petit-Mangin, c'était qu'il s'agissait ou il s'agit de la bibliothèque la plus intelligente de Paris. C'est Anne-Marie Turcan qui avait dit ça une fois. Et c'est quelque chose que je reprendrai volontiers tout à fait, parce que c'est une bibliothèque qui présente l'avantage, l'immense avantage, étant en accès libre et étant classée comme elle est classée, qu'on peut y trouver ce qu'on n'y cherche pas. Et que donc, quand on fait une recherche sur telle ou telle chose, il suffit de regarder à droite et à gauche, en dessus et au-dessous du volume qu'on cherche pour aller tout de suite vers d'autres pistes. Donc ça, c'est toujours ce que j'ai apprécié dans cette bibliothèque-là. Alors, cette qualité, évidemment, reste. Ce qui est dommage, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'absence de repères pour les nouveaux arrivages des revues. Le fait qu'on ait fait disparaître cette salle au profit de je ne sais pas très bien quoi, pour gagner quelques mètres carrés, à mon avis, est très dommageable parce que ça lui fait perdre une partie de son âme. Traditionnellement, je me faisais un devoir de venir ici le samedi matin et ma principale activité était de regarder les revues. Donc j'avais mon lot de revues, une trentaine, une quarantaine, et puis je furetais. Et voilà, ça suffit pour se tenir à jour bibliographiquement et ne rien laisser passer. Depuis que ça a disparu, je veux dire que je suis moins attiré par la bibliothèque. C'est aussi simple et bête que cela, mais c'est un peu triste parce que c'était vraiment un des points d'intérêt de la bibliothèque. Ça permettait des recherches bibliographiques beaucoup plus efficaces. Oui, beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rapides, et de se tenir au courant de l'actualité très très vite, en dehors de son petit domaine de spécialité. Et c'est ce qui permettait de garder l'esprit ouvert sur d'autres champs. C'est quand même une bibliothèque que, par vos objets de recherche, vous continuez malgré tout. Alors je continue bien sûr à la fréquenter, pas autant que je le voudrais, mais oui, de fait, dès que je peux, j'y viens, bien sûr. Il m'arrive d'ailleurs de venir consulter un livre ici plutôt qu'à l'y racheter, alors que je sais pertinemment qu'il y est à l'y racheter. Et pourquoi ? Par flemme, je dirais. Parce que l'y racheter est une maison faite d'escaliers. Et ici, tout est plat. Donc, la discipline est différente. Ici, c'est la marche à pied. Et à l'y racheter, ce sont les escaliers. Voilà, c'est aussi simple. Non, puis c'est une question d'habitude et de repères mentaux, tout simplement. Alors, attendez, que vous me posiez des questions sur ce qui a changé dans la bibliothèque. Qu'est-ce qui a changé d'autre ? J'ai noté dans un passé relativement récent qu'il y avait une tendance à traiter les collections de manière différente de ce qu'elle était par le passé. C'est-à-dire que visiblement on tente à rassembler des ouvrages autour d'un nom d'auteur, par exemple, et à séparer
des collections. Je prends un exemple, les Variorum Reprints, donc un mur de livres bleus dans je ne sais trop quel travée HMG. J'ai eu l'impression que la logique de la collection avait été rompue récemment et que, au lieu de trouver le recueil d'articles de tel auteur là, on allait le trouver à côté des monographies du même auteur. Je n'ai rien contre, mais c'est un parti un peu bancal. Soit on casse toute la collection et on la répartit différemment, soit on continue, mais c'est difficile de vouloir tenir les deux parties. Voilà. Et sinon, l'évolution, elle est propre, je dirais, à celle de l'ensemble des bibliothèques dites de recherche, c'est-à-dire que les directeurs ou directrices de bibliothèques ne sont plus des chercheurs. N'étant plus des chercheurs, probablement devraient-ils ou devraient-elles s'entourer de chercheurs pour compenser. Je ne sais pas si c'est le cas. Mais je crois que dans une bibliothèque comme celle-ci, l'absence de la double casquette bibliothécaire-chercheur est forcément dommageable. De même qu'est dommageable, à court terme, toute politique dite dans le langage NCIB de gestion dynamique des cotes ou de politique plastique d'acquisition, parce que gestion dynamique des cotes, ça veut dire désherbage, en clair. Dans une bibliothèque de recherche, je trouve ça dangereux, ou en tout cas, il faudrait s'imposer la logique ou la règle que avant de désherber un livre, on s'assure d'en avoir une version numérisée. Et la politique plastique des acquisitions, elle est généralement fondée sur la statistique des consultations des ouvrages autour. Donc là aussi, ça ne me paraît pas très bon pour une bibliothèque de recherche. Mais bon, je ne suis pas bibliothécaire. Non, mais vous êtes chercheur. Je suis chercheur et fils de bibliothécaire. Doit être au service du chercheur. Absolument. Et je précise que j'ai failli être candidat à la direction de la bibliothèque il y a quelques années. Mais je n'ai pas franchi le pas. C'est dire que vous y êtes attaché. C'est dire que j'y suis attaché, bien sûr. Mais du coup, effectivement, vous pensez que la grande force de cette bibliothèque, c'est d'avoir été menée par un chercheur bibliothécaire. Oui, c'est ce qui a fait sa force, et aussi le fait que c'était le même personnage pendant très longtemps. C'est-à-dire à une époque où les carrières se faisaient dans la durée et non pas 5 ans ici, 5 ans ailleurs, etc. Donc oui, on peut dire que c'est Petit Mangin qui a construit la bibliothèque et lui a donné son âme jusqu'à aujourd'hui, ça c'est sûr, c'est sûr. Et le fait qu'il soit lui-même chercheur, avant que d'être bibliothécaire, lui donnait une capacité de dialogue avec les lecteurs évidente et précieuse, puisque étant lui-même un esprit curieux, il pouvait répondre à toutes les questions. Et ça lui a permis de créer des gisements dans des domaines très très pointus dans certains domaines, créer des domaines d'excellence. Voilà, ça lui a permis de créer des domaines d'excellence, ça lui a permis aussi, compte tenu des moyens peut-être importants, mais toujours limités pour les acquisitions, d'avoir une politique d'acquisition parfois complémentaire avec celle d'autres institutions. Complémentaire avec la BNF, avec l'IRHT, etc. Comment la définiriez-vous au niveau national, la Bibliothèque des Lettres, dans le panorama des bibliothèques que vous avez pu fréquenter? Comment effectivement la qualifieriez-vous? Difficile de répondre, d'abord parce que j'ai fréquenté assez peu d'autres bibliothèques, et aussi parce que les autres bibliothèques ne sont pas en accès libre, donc l'usage est différent. Dans les autres bibliothèques, on va chercher un livre particulier, ou 10 livres, ou alors, si on a du temps
et qu'on décide d'y passer plusieurs heures et que le service de communication n'est pas trop lent, on peut rebondir de livre en livre au fil de la lecture, mais ça reste relativement limité. Donc, encore une fois, c'est cette qualité de l'accès libre qui fait son unicité dans le paysage français. Stella, as-tu des choses à ajouter avant le questionnaire final? Avant le questionnaire à la Proust, j'aimerais bien qu'on reste sur le rapport au temps. Vous l'avez illustré, ce rapport au temps lent, sans obsolescence, sans précipitation, sans accélération du temps de ppm. Est-ce que vous pensez que, tout d'abord, est-ce que ce rapport, vous l'avez retrouvé ailleurs, dans d'autres collaborations? Et est-ce que vous pensez que c'est un rapport qui aboutit à une qualité de recherche ou qui freine la recherche? C'est-à-dire, j'aimerais bien que je dirais les deux, mon général. Il est évident que pour un ouvrage comme Vauluisant, le temps a payé, puisque j'ai la faiblesse de penser que c'est un livre pas trop mal fait. Si on l'avait bouclé dans les 2 ans d'étude de l'inventaire et une première quête des manuscrits, on serait à 100 coudées en dessous. Donc oui, il faut que ça mûrisse. Est-ce que ça doit mûrir 30 ans et davantage? Peut-être que là, on peut trouver une voie moyenne, mais je dois dire que dans mon cas précis, ça n'avait aucune importance, puisque Vauluisant faisait partie de mon divertissement. Donc j'avais une activité principale qui me permettait de publier, de faire une carrière scientifique, académique, tout ce qu'on veut, et ça, c'était gratuit. Voilà. C'était gratuit, n'empêche que c'est le maintien sur la durée de cette activité-là qui m'a progressivement rapproché de l'IRHT et qui a fait que maintenant je suis directeur de ce laboratoire. Donc cela, je le dois, je crois, entièrement à Pierre Petit-Mangin. Alors le rapport au temps pour ces autres entreprises, je ne le connais pas. Peut-être est-il plus serré, mais je crois que c'est un peu semblable, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'exigence académique derrière. Lui avait son poste de bibliothécaire et de professeur, et voilà, n'ayant rien à prouver à personne, il peut se divertir comme bon lui semble. Et depuis, vous avez lancé un nouveau projet? Alors depuis, nous avons lancé un nouveau projet, puisque quelque temps après la publication de cet ouvrage, quelques mois après, nous sommes revus, et là, il m'a dit j'ai autre chose. Il s'agit de la collection X. Donc cette collection X, c'est quelque chose qu'il a sur le feu depuis le début des années 1960. Donc c'est bien antérieur à Vauluisant. Et il s'agit d'une collection qui est liée aux manuscrits qu'a possédé le cardinal de Richelieu. Le cardinal de Richelieu avait une collection de manuscrits très importante, et il se trouve que une bonne centaine, voire plus de ces manuscrits portent une marque de possesseur antérieure d'un possesseur qui n'est pas identifié. Donc le jeu est double. Il s'agit d'une part d'éditer les inventaires de la collection de Richelieu, d'identifier les manuscrits correspondants, ce qui n'est pas très compliqué puisqu'ils sont en majeure partie à la Bibliothèque nationale, et puis de retracer la formation de la collection. C'est toujours la même démarche, et en retraçant l'origine de la collection, identifier ce fameux X dont la bibliothèque a dû être vendue à un certain moment. Voilà, qui est ce personnage? Pour l'instant, nous l'ignorons.
Vos recherches principales portent sur le haut Moyen-Âge. Oui. Les recherches sur l'histoire du livre vous amènent plus vers l'histoire moderne progressivement. Du coup, ça vous permet d'étendre... Alors, avec Richelieu, ça m'étend vers l'histoire moderne, oui. Avec Vauluisan, ça étendait jusqu'à la Révolution et au-delà. Donc, je dirais, chaque enquête apporte son lot de... comment on va dire, de détours par rapport aux intérêts habituels. Ce qui est très bienvenu, parce que c'est une forme d'esprit. Il y a des gens qui ont un objet scientifique dès le départ et qui n'en varient pas, et qui deviennent les meilleurs spécialistes de cet objet-là. Il se trouve que moi, je ne suis pas fait comme ça et j'aime bien changer d'objet, même si la période, elle reste un peu toujours la même. Et donc c'est pour ça que ça m'amuse beaucoup de faire l'histoire des bibliothèques. C'était là ? Non, merci. Non. Alors on va conclure par ce petit questionnaire qui nous permettra de faire comme un fil rouge à l'intérieur du film principal et des entretiens. Est-ce que vous pourriez définir d'un mot vos années d'études à l'école ? Je dirais picoré. Ça dépend des années en réalité, parce que les années d'agrégation, surtout quand on la rate, c'est plutôt tâcheronné. Bon. Un mot pour définir Pierre Petit-Mangin. Je dirais un savant, un homme de lettres. Un mot pour votre expérience de la bibliothèque d'Ulm. Alors, le paradis, allez. Votre lieu préféré à l'ENS. La bibliothèque. Votre moment préféré dans votre parcours. Ici, à l'ENS, en général. Je crois que ce sont les années romaines. Si vous deviez poser une seule question à Pierre Petit-Mangin, laquelle lui poseriez-vous ? À quand le prochain dossier ? Merci infiniment. Merci à vous.